nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Madamu, ba nyakubahwa bakuru b'ibihugu na za guverinoma, ba nyakubahwa muyoboye intumwa z'ibihugu n'abakuru b'imiryango mpuzamahanga, banyacyubahiro mwese mwaje kudufata mu mugongo, ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mu mpaye wo gutanga iki kiganiro. Nkaba nibanda ku bintu bitatu. Icya mbere ni uko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 twibuka ku nshuro ya 25 yaje ari umusozo, ariko ntabwo yari intangiriro yo kwica abatutsi mu Rwanda. Icya kabiri ni uko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yabaye hari ibimenyetso bihagije byerekana ko leta yari ifite umugambi wo kuyikora. Icya gatatu ni uko kuva jenoside ihagaritswe u Rwanda rwateye intambwe mu kwiyubaka, amahanga nayo atera intambwe mu kwemera ukuri. Tout génocide est un crime qui se prépare. Il n'est jamais un accident ni un malheur qui survient sous forme de force majeure. Aujourd'hui, nous commémorons le génocide commis il y a 25 ans. Mais en réalité, les tueries ciblées visant les Tutsis datent de 1959, ce qui signifie que maintenant, en 2019, nous nous souvenons aussi de ces premiers massacres génocidaires commis il y a 60 ans, lesquels sont les pionniers de l'extermination des Tutsis en 1994. Les régimes qui se sont succédés au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962 ont entretenu une politique criminelle ciblant les Tutsis comme groupe à exterminer. En 1962, plus de 2000 Tutsis ont été assassinés dans la seule préfecture de Byumba. Personne n'en a parlé, sauf l'évêque catholique Monseigneur Joseph Sibomana, qui les a dénoncés auprès du président Kayibanda. En 1963, les Tutsis furent ensuite massacrés dans plusieurs préfectures sous prétexte qu'une poignée de réfugiés venus du Burundi avait attaqué le pays. Plus de 30 000 morts, dont 20 000 dans la seule préfecture de Gikongoro. Un témoin suisse, Denis Gilles Viomin, coopérant de l'UNESCO qui enseignait à Boutaré, démissionna de son poste en écrivant qu'il ne pouvait pas exercer son métier dans un pays qui tue une partie de sa population. Il écrivit ceci dans le journal Le Monde du 4 février 1964. Il ne m'est plus possible de rester au service d'un gouvernement responsable ou complice d'un génocide. Comment pourrais-je enseigner dans le cadre d'une aide UNESCO dans une école dont les élèves ont été assassinés pour l'unique raison qu'ils étaient Tutsis? Plusieurs journaux européens ont fait écho de cette théorie en les qualifiant de génocide. Citons à titre d'illustration Témoignage chrétien du 6 février 1964, Le Figaro du 11 février 1964, Courrier d'Afrique du 11 février 1964. Quant au journal belge intitulé Pourquoi pas du 7 février 1964, il rédigea un article évocateur Rwanda, sommes-nous complices d'un génocide? Radio France Internationale et Radio Vatican, dans les informations du 10 février 1964, dressèrent concomitamment le même constat. Radio Vatican les évoqua à ces termes. Le plus terrible génocide systématique depuis le génocide des Juifs est en train de se produire au cœur de l'Afrique. Des milliers d'hommes sont tués chaque jour au Rwanda. Excellence, je brosse ce tableau succinct pour vous montrer que le génocide commis en 1994 contre les Tutsis n'était pas le commencement de l'extermination des Tutsis, mais l'aboutissement d'un long processus criminel de masse. S'agissant de 1994, tous les observateurs s'accordent sur le fait que le génocide aurait dû être évité. De nombreux signes avant-coureurs démontraient que le régime du président Habyarimana le préparait. L'un des exemples se trouve dans le rapport de la mission parlementaire française de 1998 qui rapporte les révélations de l'ambassadeur de France au Rwanda, Georges Martre,
qui, lors de son audition, a signalé, je cite, « Le génocide était prévisible dès 1990. Le colonel Serubuga, chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise, s'est réjoui de l'attaque du Front patriotique rwandais qui, selon lui, servirait de justification au massacre des Tutsis. Le génocide constituait une hantise quotidienne pour les Tutsis. » En janvier 1993, une commission internationale d'enquête a effectué une mission au Rwanda. Dans son rapport, publié le 7 mars 1993, la commission a insisté sur un risque de génocide qu'encouraient les Tutsis. Le 28 janvier 1993, le président de cette commission, Jean Carbonare, était invité au journal de la télévision d'État français, France 2. Il a expliqué les atrocités que la commission avait constatées au Rwanda en disant, je cite, « L'implication du pouvoir est frappante jusqu'à un niveau élevé dans ce génocide, dans ce crime contre l'humanité. Nous insistons sur ces mots, a-t-il précisé. » Puis il a fondu en larmes en direct à la télévision. Avant de rejoindre Paris, Jean Carbonare avait été reçu par l'ambassadeur Martre, à qui il avait décrit les faits constatés par la commission. Martre les rapporte comme ceci. « M. Carbonare m'a tenu au courant des résultats obtenus. La commission qu'il dirigeait a collecté une quantité impressionnante de renseignements sur les massacres qui se sont déroulés depuis octobre 1990. L'opération aurait été programmée avec l'ordre de procéder à un génocide systématique. » Fin de citation. En avril 1993, le rapporteur spécial de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, Bakr Warindiaï, a aussi effectué une mission d'enquête au Rwanda et a publié son rapport le 11 août 1993 qui établissait le même constat de risque de génocide. Malgré ces signes avant-coureurs, personne n'a bougé. Et le génocide eut lieu en 1994. Le 21 novembre 1997, l'Union africaine a créé une commission laquelle a produit un rapport en mai 2000 sous le titre « Un génocide qu'on aurait pu stopper ». Un autre rapport, celui de la commission de l'ONU, publié le 15 décembre 1999, fait un constat similaire en ces termes. C'est sur le système des Nations Unies tout entier que retombe la responsabilité de n'avoir su ni prévenir ni mettre fin au génocide au Rwanda. Les États membres ont persisté à ne pas témoigner de la volonté politique voulue et à se refuser d'agir de façon suffisamment résolue. Aujourd'hui, 25 ans après, que constate-t-on? Rien ne peut effacer la souffrance des survivants, c'est une évidence. Mais il y a des avancées réelles que nous apprécions à leur juste valeur. L'ONU a mis en place un tribunal pénal qui a jugé certains responsables majeurs du génocide. Dans le premier jugement rendu le 2 septembre 1998, la vérité des faits a été établie. Je cite le jugement. Il apparaît clairement que les massacres survenus au Rwanda en 1994 visaient un objectif déterminé, celui d'exterminer les Tutsis, choisis spécialement en raison de leur appartenance au groupe ethnique Tutsi. C'est un génocide qui a été commis au Rwanda en 1994 contre les Tutsis en tant que groupe. Fin de citation. Cet établissement de la vérité, Excellence, est un fait essentiel pour la mémoire et pour l'honneur des victimes. Le 16 avril 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2150, a rappelé aux États 3 obligations essentielles. 1. La poursuite des auteurs du génocide partout où ils se trouvent. 2. Lutter contre le négationnisme du génocide des Tutsis. 3. Enquêter sur les crimes des FDLR et les poursuivre ou les extrader. Force est de constater que 25 ans après le génocide, malgré l'existence de cette résolution et bien d'autres, l'impunité, le négationnisme et la propagation de l'idéologie du génocide demeurent. Certes, quelques États ont jugé des auteurs du génocide. D'autres ont extradé des suspects du génocide vers le Rwanda.
mais c'est peu. Il y a des États qui refusent de juger ces criminels ou de les extrader en avançant qu'ils ont obtenu la nationalité. Ce n'est pas convaincant. Il devrait s'inspirer de la jurisprudence américaine qui, lorsqu'elle constate que quelqu'un a obtenu sa nationalité en ayant trompé l'administration américaine, l'auteur de ces faits est jugé pour tromperie à l'administration, puis extradé une fois sa peine terminée. Un dernier défi que nous continuons de lancer est celui de l'appropriation des archives rwandaises par le mécanisme résiduel des Nations Unies qui a remplacé le tribunal pénal international pour le Rwanda. Ces archives font clairement partie du patrimoine rwandais, mais l'ONU refuse de les restituer au Rwanda. Or, la plupart des documents utilisés par le TPIR sont des documents de l'État rwandais qu'il a donnés à ce tribunal pour l'aider dans son travail de justice. De même, la majeure partie des témoignages sur lesquels le tribunal s'est fondé proviennent dans l'immense majorité de Rwandais. Pourquoi alors refuser de les transmettre à leur propriétaire légitime qui est la population du Rwanda? Excellences, je termine en disant ma reconnaissance aux personnes qui ont été proches du Rwanda pendant tous les moments fatidiques que notre pays a traversés et ceux qui continuent de nous soutenir dans le chemin de la résilience, de l'unité et du progrès. Nous vous sommes profondément reconnaissants. Je vous remercie.